Mon nom est Riley Dawson. Et au moment où mon frère aîné s'est moqué de moi à travers le salon de notre mère, quelque chose en moi a fini par craquer. Il ne s'est pas contenté de me taquiner. Il s'est moqué de moi comme si j'étais une blague récurrente. Toujours sans emploi. Ça doit être agréable de n'avoir rien à faire de la journée, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Ses amis ont éclaté de rire, faisant teinter leur verre comme s'ils célébraient mon échec. Ils pensaient que je n'avais pas de carrière. Ils pensaient que je n'avais pas d'ambition. Ils pensaient que je n'avais pas de pouvoir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que chacun d'entre eux travaillait pour moi. Pas métaphoriquement, pas hypothétiquement, littéralement. Mon frère n'avait aucune idée que la start-up dont il se vantait de travailler, celle qu'il prétendait pratiquement porter sur son dos, existait parce que je l'avais construite. Brique par brique, décision par décision, erreur par erreur, des années avant qu'aucun d'eux ne franchisse ses portes. Je suis resté là, faisant semblant que leurs mots ne me blessaient pas, faisant semblant que leurs blagues ne me coupaient pas plus profondément à chaque fois. J'avais gardé mon identité secrète pour des raisons qu'ils ne comprendraient jamais. Des raisons que je vous dirai bientôt. Mais ce soir-là, alors que leur rire résonnait, j'ai senti quelque chose changer. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à me démolir pour le sport, je détenais des informations qui mettraient fin à leur monde entier d'ici le matin. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste souri, posé mon verre et suis sorti, sachant exactement ce que j'allais faire ensuite. Avant de vous raconter ce qui s'est passé à la seconde où cette porte s'est fermée et comment tout dans cette maison a basculé, dites-moi quelque chose d'abord. Quelle heure est-il chez vous? Et d'où regardez-vous? J'aimerais voir jusqu'où cette histoire voyage. En grandissant, j'ai appris que dans notre maison, le tableau des scores était invisible, mais très réel. Mon frère aîné, Ethan Dawson, semblait toujours accumuler des points sans même essayer, tandis que je restais quelque part sur le côté, tenant mon propre décompte silencieux. Notre mère, Karen, n'a jamais dit qu'elle avait un préféré. Pourtant, la façon dont son visage s'illuminait pour sa moindre réussite m'en disait assez. Quand Ethan a intégré une équipe à l'école, il y avait des photos sur le réfrigérateur. Quand j'ai gagné un concours de programmation, elle a souri, a dit qu'elle était fière, et est retournée plier le linge. Il était l'enfant chéri, celui dont tout le monde s'attendait à ce qu'il réussisse. J'étais la plus intelligente, ce qui dans notre famille ressemblait plus à un lot de consolation qu'à un compliment. Au début de la vingtaine, j'ai compris qu'attendre une validation à la maison était inutile. J'ai terminé mes études, j'ai pris un emploi dans une petite entreprise de logiciels et j'ai passé mes nuits à esquisser une idée qui ne me laissait pas tranquille. C'était une plateforme qui, je croyais, pouvait réellement aider les entreprises à suivre leur travail au lieu de se noyer dans des feuilles de calcul. Seattle avait du sens. La ville avait suffisamment de technologie pour attirer les talents sans engloutir un nouveau nom. J'ai loué un minuscule bureau dans un espace de coworking, j'ai appris à pitcher sans avoir l'air terrifié et j'ai regardé de petits contrats se transformer en travail stable. Finalement, j'ai embauché un ingénieur pour m'aider à assumer la charge de travail et j'ai transféré l'équipe dans un étage d'un immeuble de bureaux en verre au centre-ville de Seattle. Dès le début, j'ai gardé mon nom hors du devant de tout. L'entreprise a été enregistrée sous une entité holding, des avocats en inscription publique et un agent enregistré au lieu de moi. J'avais vu des gens s'accrocher aux efforts de quelqu'un d'autre dès que cela semblait prometteur. Je voulais la liberté de construire sans que tous les membres de ma famille ne se souviennent soudainement de mon numéro de téléphone. Pendant ce temps, Ethan rebondissait entre des emplois de vente qui ne semblaient jamais coller. Parfois, il appelait, frustré, blâmant les mauvais gestionnaires ou les quotas impossibles. Puis, des mois plus tard, il mentionnait une restructuration qui atterrissait toujours sur lui. Notre mère s'inquiétait constamment pour lui et traitait son instabilité comme une tempête dont le reste d'entre nous devait le protéger. Quand elle a découvert que mon entreprise se portait bien, sa première réaction n'a pas été de la fierté. C'était une question. Pourrais-je obtenir quelque chose pour Ethan? Un poste, un entretien, un pied dans la porte, n'importe quoi. Elle a présenté cela comme une faveur, mais la façon dont elle l'a dit ressemblait davantage à une obligation qui venait avec mon nom de famille. Je me suis débattu avec cela plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Mélanger la famille et les affaires était exactement ce que je m'étais promis de ne pas faire, mais je me suis aussi souvenu de la façon dont Ethan m'avait emmené à mes examens précoces lorsque ma voiture était tombée en panne. Les nuits où il m'avait défendu lorsque des enfants à l'école me considéraient comme une cible facile. En fin de compte,
j'ai demandé à mon responsable des opérations de contacter un recruteur en qui nous avions confiance. Le brief était simple. Il y avait un poste à pourvoir dans notre organisation de vente, et je connaissais un candidat qui pourrait convenir. Aucune mention que la fondatrice était sa sœur. Aucune note spéciale dans son dossier. Je voulais voir ce qu'il ferait sur un terrain de jeu équitable. Il s'est bien présenté à l'entretien. Les commentaires étaient positifs, et il a rapidement accepté l'offre. Au début, c'était presque agréable de l'entendre parler de cette start-up que je viens de rejoindre à Seattle sans avoir la moindre idée qu'il décrivait l'œuvre de ma vie. À l'intérieur de l'entreprise, je suis resté en retrait. J'étais la fondatrice sur papier et dans certaines réunions, mais au quotidien, mon équipe interagissait davantage avec les cadres supérieurs qu'avec moi. Ethan travaillait sous la direction d'un directeur, juste un autre nom sur un organigramme. J'ai observé de loin pendant qu'il apprenait le produit, plaisantait avec son équipe et atteignait ses premiers objectifs. Les premiers signes avant-coureurs étaient minimes. Un commentaire dans une évaluation des performances concernant sa tendance à couper la parole aux collègues plus silencieux. Une note des ressources humaines concernant une plainte qui s'est arrêtée avant d'être formelle. Une remarque en passant de l'un de mes gestionnaires selon laquelle il apportait beaucoup d'énergie, mais pas toujours utile. J'ai lu chacune de ces lignes attentivement, sentant un schéma familier essayer de se former autour de lui. Au moment où le premier trimestre s'est terminé, j'ai senti un changement sous la surface de l'équipe dans laquelle Ethan travaillait. Le genre de pression subtile qui ne se reflète pas dans les mesures, mais s'installe dans les inflexions de la voix des gens. Je l'ai entendu dans les commentaires en passant des gestionnaires, dans les pauses malaisées lorsque son nom était mentionné et dans la façon nerveuse dont les nouveaux employés évitaient d'être seuls près de la salle de pause à certaines heures. Je ne pouvais pas l'ignorer, même si je le voulais. J'ai commencé à passer plus de temps à observer discrètement depuis les couloirs ou à rejoindre des réunions avec ma caméra éteinte, écoutant sans me faire connaître. Ce n'était pas le contenu des réunions qui me dérangeait. La plupart des équipes restaient sur la bonne voie. C'était le ton. Chaque fois qu'Ethan prenait le contrôle, il dominait chaque discussion, coupait la parole aux gens en plein milieu de leurs pensées et ponctuait ses propres idées avec le genre de confiance qui ne laissait aucune place à la contestation. Quand quelqu'un s'y opposait, même doucement, il réagissait avec un humour exagéré qui donnait aux autres le sentiment d'être stupide d'avoir essayé. Le moment où tout a vraiment changé, cependant, est venu de quelqu'un qui ne travaillait plus avec nous. J'ai reçu un message d'une ancienne employée me demandant une brève conversation. Elle s'appelait Mia Collins, et elle avait été l'une de nos premières recrues. Je me souvenais avoir vu son nom dans l'email de départ 6 mois plus tôt avec une ligne vague sur la recherche de nouvelles opportunités. Je ne m'étais pas posé de questions à l'époque. Le roulement de personnel arrivait. Mais quand elle a demandé si nous pouvions parler en personne, quelque chose en moi s'est resserré. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à quelques pâtés de maison du bureau. Elle était différente de l'employée brillante et enthousiaste dont je me souvenais, plus prudente, comme si elle mesurait chaque mouvement. Quand elle a finalement parlé, les mots sont sortis hésitants au début, puis ont pris de l'ampleur comme si elle les avait gardés scellés trop longtemps. Elle a parlé de la façon dont les choses avaient changé après l'arrivée d'Ethan. Comment il avait transformé les réunions d'équipe en arène pour ses blagues. Comment les plus petites erreurs étaient devenues des munitions. Comment certaines personnes, dont elle, étaient devenues des cibles pour un humour qui était censé paraître inoffensif, mais ne l'a jamais été. Elle n'a pas pleuré et elle n'a pas dramatisé. Elle a simplement exposé les faits, les commentaires, l'exclusion, l'humiliation déguisée en consolidation d'équipe. Elle m'a dit qu'elle avait essayé d'aller aux ressources humaines, mais la plainte n'a pas été loin parce qu'elle avait choisi de ne pas la formaliser. Elle ne voulait pas être étiquetée comme sensible dans un secteur qui punissait souvent cette étiquette. En l'écoutant, j'ai senti une colère lente et lourde s'installer dans ma poitrine. Pas le rapide éclair de frustration que je ressentais parfois envers Ethan, mais une version plus calme et plus froide qui faisait en sorte que chaque détail atterrisse plus profondément. Ce n'était pas seulement qu'il se comportait mal. C'était qu'il avait créé un environnement où des gens comme Mia se sentaient suffisamment acculés pour quitter quelque chose dans lequel ils étaient bons. Quand elle a fini, elle s'est excusée comme si partager la vérité était un inconvénient. Je l'ai assuré que ce n'était pas le cas. Je l'ai remercié de m'avoir fait confiance, bien que je ne lui ai pas dit pourquoi ces mots comptaient autant. Elle ne savait pas qui j'étais vraiment à l'intérieur de cette entreprise, et je ne l'ai pas révélé. La conversation ne portait pas sur mon titre. Il s'agissait de la responsabilité que je savais maintenant avoir. Après son départ, je suis resté assise là pendant longtemps,
manquant des rendez-vous que je n'ai pas pris la peine de reprogrammer. Le poids de son histoire ne semblait plus facultatif. J'avais l'impression qu'une ligne avait été tracée, une ligne que je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir. De retour au bureau le lendemain matin, j'ai demandé tous les documents RH liés à l'équipe d'Ethan. J'ai lu chaque ligne attentivement, notant les schémas qui soutenaient ce que Mia avait partagé. De petites entrées, des formulations timides, suffisamment pour indiquer un malaise, mais pas suffisamment pour déclencher des enquêtes. J'ai examiné les enregistrements de réunions et les journaux de discussion internes, observant les interactions avec une lentille plus aiguisée qu'avant. Il n'y avait pas d'armes fumantes dramatiques, mais un flux constant de comportements qui brossait un tableau clair. Je ne voulais pas de boucs émissaires. Je voulais de la clarté. Pour l'obtenir, j'ai rencontré Lorraine Park, ma directrice de l'exploitation, la seule personne qui savait que j'étais la fondatrice. J'ai exposé ce que j'avais appris, sans nommer Mia avant la fin, protégeant sa vie privée du mieux que je pouvais. Lorraine a écouté, son expression se resserrant comme elle le faisait lorsque quelque chose de grave était en jeu. Elle ne s'est pas précipitée pour suggérer des solutions. Au lieu de cela, elle a posé des questions pointues qui m'ont forcé à articuler ce dont j'avais peur. Une culture se pliant lentement vers quelque chose que je n'ai jamais eu l'intention de construire. Au moment où notre réunion s'est terminée, je savais ce que je devais faire. Les prochaines étapes ne seraient pas douces, et elles ne seraient pas rapides. Mais les éviter signifierait permettre à l'entreprise de dériver vers une forme que je ne reconnaîtrais pas. Et ce n'était pas quelque chose que j'étais prête à regarder se produire. Le jour où j'ai décidé d'affronter la vérité au sein de ma propre entreprise a commencé calmement, comme si le bâtiment n'avait pas encore compris ce que je projetais. J'ai traversé le hall d'entrée avec le même anonymat que j'utilisais depuis des années, glissant devant les conversations et les claviers qui cliquetaient sans attirer l'attention. Je ne me cachais pas. J'observais, comme quelqu'un qui écoute un faible signal sous une statique. J'avais demandé à notre coordinatrice du recrutement d'ajouter un candidat à l'horaire des entretiens de milieu de matinée. Ce candidat, c'était moi, bien que personne dans ce département ne le sache. J'ai présenté la demande comme faisant partie d'un audit interne et j'ai gardé le raisonnement intentionnellement vague. Les gens remettent rarement en question les tâches de procédure lorsqu'elles apparaissent sur leur calendrier avec la bonne formulation. Mon créneau comprenait plusieurs membres de l'équipe des ventes, des noms que je reconnaissais grâce aux plaintes subtiles que j'avais étudiées avec une inquiétude croissante. Je ne voulais plus de résumé. J'avais besoin d'une clarté de première main. J'ai attaché mes cheveux, porté des vêtements neutres et utilisé mon deuxième prénom, Elena, lors de l'enregistrement. La salle de conférence réservée aux candidats m'a semblé plus petite que je ne m'en souvenais. Un espace destiné à tester si quelqu'un pouvait rester calme sous le feu des projecteurs. J'ai pris une respiration régulière, me préparant non pas à leurs questions, mais à la façon dont ils les poseraient. Ils sont entrés en parlant entre eux, les voix décontractées, les expressions détendues. Aucun d'eux ne m'a reconnu en s'installant. Leur conversation a dérivé des projets du week-end à la moquerie d'un candidat précédent. Ce n'était pas fort, mais le ton portait une netteté qui n'exigeait pas de volume. Ils ont ri de cette manière sans effort que les gens ont quand ils sont sûrs d'avoir le dessus. Quand ils ont tourné leur attention vers moi, le changement a été immédiat. Les questions sont venues rapidement, des invites rapides et pointus destinés à déstabiliser plutôt qu'à évaluer. Chaque fois que je répondais, ils se regardaient comme pour comparer les réactions. Leurs expressions n'étaient pas curieuses. Elles étaient amusées. J'ai gardé mes réponses mesurées, en faisant attention de ne pas trahir à quel point leur tactique me paraissait familière. Ils m'ont interrompu souvent, pas agressivement, mais avec la confiance douce des gens qui interprètent l'hésitation comme une faiblesse. Aucun d'eux ne semblait intéressé par mes compétences. Ils voulaient une performance, et ils voulaient celle qui les faisait se sentir supérieurs. À un moment donné, l'un d'eux a reçu un texto. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone, a souri et a incliné l'écran vers la personne à côté de lui. Un rire étouffé a suivi. Peu importe ce que disait le message. La réaction seule a révélé ce que j'avais besoin de savoir. Le respect ne faisait pas partie de leur processus. Tout au long de l'entretien, je suis resté dans mes pensées, cataloguant les détails avec une précision que j'avais apprise bien avant de fonder l'entreprise. Leur langage corporel, leurs échanges, leur dédain, tout cela formait un schéma bien plus clair que n'importe quel résumé des RH que j'avais examiné. Quand ils ont terminé la session, ils m'ont à peine remercié. Je me suis levé,
j'ai hoché la tête poliment et je suis sorti dans le couloir avec un calme que je ne ressentais pas entièrement. La porte s'est claquée derrière moi, et quelque chose en moi s'est aligné avec finalité. J'ai marché vers l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du dernier étage. Pendant qu'il montait, le mouvement a stabilisé ma respiration. Toute hésitation persistante s'est dissipée au moment où les portes se sont ouvertes sur mon bureau. À l'intérieur, la ville s'étendait à travers les fenêtres, mais mon attention s'est concentrée sur le dossier qui attendait sur mon bureau. Les preuves que j'avais recueillies pendant des jours de surveillance et de vérification croisée. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était cohérent. Et la cohérence est ce qui détermine la vérité dans une entreprise. Quelques minutes plus tard, Lauren Park, ma directrice de l'exploitation, est entrée dans la pièce. Je lui avais demandé une réunion privée avant la session de leadership de l'après-midi. Elle a fermé la porte doucement, un geste qui portait plus de réconfort que de mots. J'ai décrit ce que j'avais vu dans l'entretien, puis je l'ai jumelé avec les conclusions que j'avais recueillies, les notes d'alerte précoces, les schémas subtils dans les enregistrements de réunions, les remarques discrètes des gestionnaires qui essayaient de rester professionnels. Lauren a écouté attentivement, son expression s'aiguisant comme elle le faisait lorsque quelque chose de fondamental était en risque. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une réunion complète de la direction programmée dans l'heure. Pas de retard, pas de report. Elle a hoché la tête une fois, comprenant à la fois l'urgence et la direction dans laquelle cela se dirigeait. Pendant qu'elle préparait la logistique, j'ai imaginé l'équipe retournant à leur bureau en bas, inconscient de la tempête qui se formait déjà au-dessus d'eux. Ils croyaient que leur comportement vivait à l'intérieur d'une seule salle d'entretien. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. La réunion de la direction a commencé juste après midi une fois que tout le monde s'est installé dans la salle de conférence de la direction avec leurs ordinateurs portables, leur confiance soigneusement travaillée et leurs hypothèses tacites sur qui contrôlait cette entreprise. J'étais assise en bout de la longue table, la chaise en cuir familière manquant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. C'était différent aujourd'hui, moins comme un lieu de routine et plus comme un point d'appui. En face de moi était assis Tom Erickson, le chef des ventes et la figure la plus haut placée liée au panel d'entretien que j'avais observé plus tôt. C'était la première fois que je le voyais de près depuis que les plaintes silencieuses avaient commencé à couler dans ma boîte de réception privée des mois plus tôt. Il gardait sa posture droite, son expression mesurée comme s'il croyait que la discipline seule pouvait cacher des schémas qui étaient déjà en train de se défaire. J'ai attendu que la salle se calme avant de parler. Ma voix n'avait pas besoin de s'élever. L'autorité marche à sa manière quand elle est sûre de son chemin. J'ai ouvert la réunion avec des questions qui étaient simples en apparence. Des questions sur la culture, les décisions d'embauche et la cohérence des processus. J'ai demandé à chaque chef d'équipe de décrire, sans note, comment leurs équipes abordaient l'évaluation des candidats. La plupart ont répondu avec des lignes familières sur le professionnalisme et l'équité, des mots façonnés par les manuels de politique plus que par le comportement réel. La réponse de Tom était soignée, presque répétée. Il a parlé du maintien de normes élevées, de la recherche de l'excellence, de l'attente que les candidats fassent preuve de résilience. Il n'a jamais reconnu la façon dont son équipe a tordu ses attentes en quelque chose de plus petit, quelque chose destiné à intimider, pas à évaluer. Je l'ai laissé finir sans interruption, même lorsqu'il évitait de me regarder dans les yeux. Une fois que le tour des réponses s'est terminé, j'ai présenté les résultats de l'audit interne que j'avais mené. J'ai d'abord présenté les données, pas l'émotion qui les sous-tendait. Des taux d'abandon inhabituellement élevés de la part des candidats référés par certains recruteurs. Des commentaires disproportionnellement négatifs associés à une équipe d'entretien. Des suivis rejetés qui s'étaient tranquillement empilés dans mon dossier d'éléments signalés. La salle s'est déplacée alors que les schémas formaient une forme que personne ne pouvait faire semblant de ne pas voir. Ensuite, j'ai décrit un entretien auquel j'avais assisté ce matin. Je ne me suis pas désigné comme la candidate, et je n'ai pas identifié les intervieweurs. J'ai seulement parlé du comportement, du ton dédaigneux, des interruptions inutiles, des commentaires secondaires non professionnels. Quelques personnes se sont raidies. D'autres ont essayé de maintenir des expressions neutres. La mâchoire de Tom s'est resserrée. Une petite réaction, mais indubitable. J'ai gardé mon explication sous contrôle, résistant à l'envie de transformer la frustration en netteté. La frustration rétrécit l'esprit. La précision l'élargit. Je leur ai dit que je ne cherchais pas d'excuses ou de justifications. Je voulais de la clarté sur les raisons pour lesquelles un tel comportement n'avait pas été contesté et pourquoi le respect s'était si facilement échappé d'un processus destiné à construire l'avenir de l'entreprise.
Le silence s'est répandu à travers la table, non pas accusateur, mais lourd de calcul. J'ai regardé chaque personne se débattre avec les implications. Certains avaient l'air nerveux. Certains avaient l'air tranquillement soulagés, comme s'ils attendaient que quelqu'un d'autre reconnaisse ce qu'ils soupçonnaient déjà. Mais l'expression de Tom s'est durcie, comme si la critique elle-même était un inconvénient plutôt qu'une nécessité. Je lui ai demandé directement quand il avait examiné pour la dernière fois les enregistrements d'entretien de son équipe. Sa réponse est venue rapidement, trop rapidement. Il a dit qu'il les examinait régulièrement, bien que le fragment d'incertitude au bord de son ton suggérait le contraire. Je n'ai pas contesté l'affirmation. Les preuves qui reposaient dans mes dossiers privés finiraient par parler plus fort que n'importe quelle défense verbale. J'ai fait avancer la réunion, en décrivant les changements qui commenceraient immédiatement, des protocoles d'examen obligatoires pour tous les panels d'entretien, des enquêtes anonymes sur l'expérience des candidats liés directement à mon bureau, et une surveillance documentée pour toute équipe signalée 2 fois au cours d'un trimestre. J'ai annoncé que chaque gestionnaire serait tenu d'observer au moins 2 entretiens en dehors de son département pour élargir sa perspective et identifier les angles morts potentiels. Les directives n'étaient pas punitives. Elles étaient structurelles, conçues pour corriger une culture qui s'était écartée de sa trajectoire. Au fur et à mesure que la réunion progressait, la tension se propageait dans la salle. Certains chefs d'équipe ont posé des questions prudentes. D'autres ont pris des notes avec une diligence inhabituelle. Tom est resté silencieux, son immobilité plus tranchante que toute interruption. Il comprenait ce que ces changements signifiaient. La surveillance n'était pas une menace. C'était un miroir. Et les miroirs sont impitoyables quand quelqu'un a passé trop de temps à éviter son propre reflet. Quand la réunion s'est terminée, les chaises ont glissé en arrière, les ordinateurs portables se sont refermés et les gens sont partis avec plus de pensées qu'ils n'étaient prêts à exprimer à voix haute. Je suis resté assise jusqu'à ce que la salle se vide, laissant le silence s'installer en quelque chose de stable. Ce n'était pas la confrontation que je savais venir. C'était seulement l'espacement entre les pas, nécessaires, délibérés, inévitables. Le bureau est devenu plus calme alors que l'après-midi s'amenuisait, laissant de longs moments de silence entre les pas dans le couloir. J'ai utilisé ce calme pour retourner au dossier qui s'était accumulé dans mon système privé. Chaque rapport ajoutait une autre forme au problème que j'avais commencé à découvrir, des schémas qui n'étaient pas spectaculaires à première vue, mais qui devenaient indubitables une fois vus ensemble. Un nouveau dossier a attiré mon attention, étiqueté avec un nom que je n'avais pas encore directement abordé. Marcus Hay, directeur des opérations. Les employés le mentionnaient souvent de manière indirecte, jamais accusatrice, mais toujours suggestive. Il n'était pas quelqu'un qui créait des conflits avec audace. Il les permettait passivement. Sa version du leadership avait laissé de la place aux autres pour repousser des limites qu'il n'aurait pas dû toucher. J'avais besoin de savoir jusqu'où sa négligence avait atteint. Pendant que je lisais, une notification est apparue sur mon écran. Marcus avait demandé une réunion. Le timing me paraissait délibéré, presque offensant, venant si peu de temps après la réunion de la direction. Je l'ai approuvé, curieuse de ce qu'il révélerait sans s'en rendre compte. Quand il est arrivé, il se tenait avec un calme qui semblait fabriqué, le genre de sang-froid construit par habitude plutôt que par certitude. Je l'ai invité à s'asseoir, gardant un ton neutre pendant que mes pensées se stabilisaient. Il a commencé par des assurances, de larges commentaires sur les lacunes de communication, la répartition de la charge de travail et la pression que son équipe avait subie. Il a tout présenté comme externe, comme si les problèmes étaient simplement apparus sans que personne n'en soit responsable. Le vague était intentionnel. C'était une façon de parler longuement sans rien dire de significatif. J'ai écouté sans répondre, observant comment il évitait les détails chaque fois que j'attendais des précisions. Il a décrit des préoccupations qu'il était censé avoir depuis des mois. Pourtant, rien dans les dossiers ne suggérait qu'il avait agi à leur sujet. Ses paroles étaient soigneusement arrangées pour créer une distance entre lui et les réalités que son département avait façonnées. Quand il a commencé à me mettre en garde contre le fait d'aller trop vite, me conseillant de ne pas procéder à des ajustements structurels perturbateurs, ses intentions sont devenues claires. Il ne protégeait pas l'entreprise. Il protégeait le confort qu'il s'était construit en détournant le regard. Il a terminé la réunion avec une confiance polie, mais dès qu'il est sorti, la pièce a semblé expirer. J'ai finalement compris son rôle, pas un méchant, mais une pierre angulaire qui s'était affaiblie sans que personne ne s'en aperçoive. Après son départ, j'ai ouvert un autre dossier, un avec le nom de mon frère.
Les rapports de Marc étaient plus difficiles à lire, non pas parce qu'ils me surprenaient, mais parce qu'ils ne me surprenaient pas. J'ai reconnu les petites remarques dévalorisantes qu'il avait faites aux employés, documentées dans des notes anonymes. J'ai reconnu le schéma de sous-performance masqué par l'humour. L'incohérence dans son leadership ne m'était pas inconnue. Elle reflétait la même façon dont il m'avait traité lors des réunions de famille pendant des années. Il avait transporté ce comportement au bureau, supposant que l'entreprise le tolérerait comme nos parents l'avaient fait. La différence maintenant était que ses actions avaient des conséquences ici. Chaque évaluation, chaque enregistrement, chaque note a brossé un tableau qui ne pouvait être adouci ou excusé. Sa position n'était plus protégée par les liens familiaux. La vérité ne se pliait pas pour lui. Plus maintenant. Dehors, le soleil s'est couché plus bas, laissant des traînées de couleurs atténuées sur la ville. Je me suis retourné vers mon emploi du temps, traçant les prochaines étapes, des séances d'audit qui se poursuivraient tout au long de la semaine, des réunions de suivi avec les chefs d'équipe et une révision structurelle complète qui ne pouvait plus être retardée. Le processus n'était pas vindicatif. Il était nécessaire. Au moment où j'ai éteint mon ordinateur, le bureau était presque vide. Le silence n'était pas paisible. Il ressemblait au moment précédant le déplacement d'une ligne de faille. Tout bougeait sous la surface, lentement mais avec une direction. Demain réduirait la distance entre ce que je savais et ce qui devait arriver. Et les personnes qui s'étaient cachées derrière la complaisance ou le droit étaient finalement à court d'endroits où se tenir. Le lendemain matin est arrivé avec une clarté nette, le genre qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Je suis entré au bureau avant que la plupart des employés ne se soient installés, consciente que les décisions que je prendrais aujourd'hui modifieraient la structure de l'entreprise et la dynamique de ma famille de façon permanente. Les preuves étaient complètes. Les schémas étaient clairs. Il ne restait plus que l'exécution. J'ai convoqué ma première réunion de la journée avec l'équipe de direction, m'assurant que tous les chefs de département étaient présents. La salle s'est remplie lentement, mais la tension est arrivée tôt. Les gens ont senti le changement bien avant que quiconque ne le dise à voix haute. J'ai pris ma place et j'ai ouvert le dossier contenant les résumés finaux, non pas comme une menace, mais comme une confirmation. J'ai commencé par Marcus Haye, le directeur des opérations. C'était la première fois qu'il entendait mon évaluation directement. J'ai souligné les échecs constants en matière de supervision, les lacunes qu'il avait ignorées pendant des années et l'impact mesurable que son absence de leadership avait eu sur le processus d'embauche. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Les faits étaient leur propre forme de pression. Quand je l'ai informé que son emploi était terminé, avec effet immédiat, le silence dans la salle s'est approfondi, se déposant comme de la poussière sur une surface restée intacte trop longtemps. Son expression s'est tendue, non pas avec surprise, mais avec reconnaissance. Il s'est levé, a hoché la tête mécaniquement et est parti sans discuter. Certaines personnes s'effondrent sous le poids des conséquences. D'autres s'écartent simplement quand elles y font enfin face. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers l'équipe responsable du panel d'entretien auquel j'avais assisté. Leurs actions n'étaient pas des accidents. C'étaient des habitudes formées sous un leadership qui ne les avait jamais contestées. J'ai congédié chacun d'eux pour inconduite professionnelle et violation répétée de la politique interne. Certains ont protesté légèrement, d'autres ont regardé la table, mais aucun n'a osé prétendre qu'ils n'avaient pas connu les limites qu'ils avaient franchies. La responsabilisation est toujours plus dure pour ceux qui pensaient qu'ils ne la vivraient jamais. Puis est venu le nom final, celui qui avait plané dans mes pensées plus longtemps que tout autre. Marc. Mon frère est entré après que le groupe de direction eût été renvoyé, ignorant les décisions déjà prises. La porte s'est fermée derrière lui, laissant la pièce étrangement petite. Je l'ai regardé non pas comme un membre de ma famille, mais comme un employé faisant face à une inconduite documentée. Je l'ai informé des rapports, des problèmes de performance, des commentaires, des enregistrements. Il a essayé de plaisanter au début, comme si l'humour pouvait diluer la documentation. Mais l'humour n'a aucune emprise quand la vérité se tient sans place pour se plier. Quand je lui ai dit que son emploi était terminé, le choc l'a traversé visiblement. Il a demandé si nos parents étaient au courant. Je lui ai dit qu'il n'avait pas besoin de l'être. Cette décision appartenait à la structure de l'entreprise, pas à la chaleur d'un salon. Il m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de quelque chose de plus profond, la prise de conscience que notre dynamique familiale ne le protégeait plus. Il est parti sans claquer la porte. D'une certaine manière, cette sortie silencieuse me paraissait plus lourde que n'importe quelle explosion n'aurait pu l'être.
Après la fin des réunions, le bureau s'est installé dans un type de silence différent, un silence façonné par les conséquences, pas par l'anticipation. J'ai marché dans les couloirs, notant le calme, le sentiment que quelque chose de longtemps négligé avait finalement été affronté. Dans les jours qui ont suivi, l'entreprise s'est adaptée plus vite que prévu. Avec une nouvelle supervision en place, les entretiens sont devenus plus équitables, les commentaires des employés sont devenus plus sincères, et la culture a commencé à évoluer vers quelque chose de plus stable. La responsabilisation, lorsqu'elle est appliquée uniformément, devient une fondation au lieu d'une menace. Ma famille, cependant, a réagi différemment. La nouvelle du licenciement de Marc est parvenue à mes parents plus vite que je ne l'avais prévu. Leur déception s'est abattue sur moi comme un poids familier, bien qu'elle ne me transperce plus comme autrefois. Ils ont insisté sur le fait que j'aurais dû le protéger. Mais la protection sans conséquence n'est pas de l'amour. C'est la permission de continuer à faire du mal aux autres. Je n'ai pas argumenté. Certaines vérités ne peuvent pas être enseignées par l'explication. Elles doivent être vécues à travers la distance. Et ainsi, la distance s'est accrue. Des semaines plus tard, alors que j'étais assise dans mon bureau surplombant la ville, j'ai réalisé quelque chose de tranquillement transformateur. Les fins n'arrivent pas toujours avec un bruit dramatique. Parfois, elles apparaissent comme de la clarté, comme une limite enfin reconnue, comme une vie qui ne se plie plus pour accommoder ceux qui la brisent. Cette histoire, pour moi, n'était pas une histoire de vengeance. C'était une histoire de responsabilité, envers moi-même, envers les personnes qui travaillaient sous ma direction, et envers l'avenir que je construisais sans excuse. Et pour ceux d'entre vous qui sont restés avec moi jusqu'à la fin, merci. J'espère que vous partagerez ce que cette histoire a remué en vous, quelle partie a fait écho à quelque chose de familier, ou quelles leçons vous en tirez. J'aimerais savoir jusqu'où cette histoire a voyagé et ce qu'elle signifie d'où vous écoutez.